Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles à cette chaîne de télévision Africa Daily Report. Nous sommes mercredi 26 novembre 2025. Malgré la signature d'un accord cadre entre l'AFC M23 et les autorités de Kinshasa, les combats se poursuivent dans l'est de la RDC. C'est une situation frustrante, selon Thérèse Kaikwamba Wagner, qui est la ministre congolaise des Affaires étrangères. Alors, les autorités congolaises expriment leur frustration face à la poursuite des violences dans l'est du pays, malgré les pourparlers engagés avec le M23. Kinshasa accuse le mouvement rebelle de maintenir une façade coopérative sur la scène internationale, tout en continuant ses offensives et ses tentatives d'occupation de nouvelles zones. Alors, le gouvernement insiste sur la nécessité d'une redevabilité immédiate pour tous les acteurs afin d'assurer une paix durable dans la région des Grands Lacs, et il appelle également la communauté internationale, notamment l'Union européenne, à exercer une pression accrue et à visager des sanctions ciblées contre le Rwanda, accusé donc de soutenir le M23 AFC, comme l'ont confirmé donc des rapports de l'ONU. Alors que Kinshasa critique l'inertie européenne, rappelant que des mesures fortes sont possibles à l'image donc des sanctions contre donc disons la Russie. Le Congo demande donc des actions concrètes à la des sanctions individuelles, à celles visant donc des entreprises et institutions pour créer un environnement propice à des négociations sérieuses. Chers internautes de partout à travers le monde, de partout à travers les quatre coins de la RDC, les autorités déplorent le silence international après le blocage de la réouverture de l'aéroport de Goma par Kigali, malgré une récente conférence humanitaire à Paris. Donc, pour Kinshasa, il ne s'agit pas seulement de politique, mais de millions de vies humaines à jeu. Alors, à ce stade, je vous propose de suivre d'abord Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, qui est la ministre des Affaires étrangères, qui a été interrogée par Deutsche Welle. Suivez attentivement. Ce qui se passe en effet est extrêmement frustrant, surtout pour les autorités congolaises qui sont en train de participer au pourparlers de manière franche, avec un souci de rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État dans les zones occupées. Et évidemment, nous sommes consternés par le fait que le M23 affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu, des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Et donc, la redevabilité, elle ne vient pas après, elle ne vient pas dans un futur lointain. Elle commence maintenant. Tous les acteurs doivent être tenus responsables pour leurs engagements et pour leurs manquements vis-à-vis de ces engagements. Ça veut dire aussi que la communauté internationale a un rôle à jouer, pour créer un environnement propice à des pourparlers qui sont pris au sérieux. Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre.
qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que la situation puisse être inversée? Certains parlent de sanctions économiques. On a vu que l'Union européenne avait mis en place un système contraignant en début d'année. Mais on a l'impression qu'au final, rien n'est fait. Il y a une espèce d'inertie en fait. Alors je vais me concentrer sur l'Union européenne parce que nous parlons avec un média européen et justement sur le fait que beaucoup plus peut être fait. Vous regardez d'autres conflits auxquels l'Union européenne a eu à faire face. Ce que nous entendons très souvent de la part de l'Union européenne, c'est le défi, si vous voulez, à trouver un consensus avec 27 États membres qui, eux tous, ont une lecture différente. Bon, il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de vies humaines. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays qui est violé. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit d'un groupe armé qui est armé, équipé par un pays voisin. Nous regardons d'autres situations. En Europe, je pense que l'Union européenne est à son 27e paquet de sanctions quand il s'agit de la Russie. Elle passe comme ça, ces sanctions. Donc, nous demandons plus de sérieux. Nous demandons une analyse aussi plus approfondie justement de ce qui peut être fait. Quand nous parlons de sanctions, il y a toute une panoplie de sanctions. On peut parler de sanctions individuelles, on peut parler de sanctions qui ciblent des institutions, on peut parler de sanctions qui ciblent des entreprises. Et donc, c'est là qu'il faut justement mettre la pression et identifier quels sont les leviers qu'on peut activer pour avoir une plus forte réaction. Mais dire que c'est complexe, dire que c'est difficile de trouver un consensus, pour nous c'est quand même se dédouaner quand même assez facilement d'une situation. Revenons encore une fois à l'Union européenne, revenons aux pays européens. Nous avons il y a quelques semaines eu une conférence quand même assez fructueuse à Paris sur les questions humanitaires, sur l'assistance humanitaire dans la région des Grands Lacs. À peine cette conférence a pris fin, le Rwanda a fait un rétropédalage pour dire que la réouverture de l'aéroport de Goma ne pouvait se faire sans le M23. Et là, malgré le fait que tout le monde s'est félicité après cette conférence, c'était le grand silence. Nous ne parlons même pas de politique. Nous parlons de millions de vies humaines qui pourraient être sauvées si l'aéroport de Goma était opérationnel à nouveau. Un autre point qui pose vraiment problème aujourd'hui, dans les 8 protocoles qui ont été présentés à Doha il y a une semaine maintenant, c'est la libération, c'est le retour des anciens FDLR. Alors on sait que ça c'est le point le plus difficile. Certains disent que le Rwanda l'utilise comme un prétexte pour pouvoir continuer à attaquer la RDC. Que dit la RDC aujourd'hui? Est-ce que la RDC est prête à accompagner ce processus? Évidemment. Comme il faut? Et nous ne le disons pas, nous le faisons. Soyons très clairs, nous ne le disons pas. Donc le CONOPS qui a été signé dans le cadre de l'accord de Washington le 27 juin a 2 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier qui concerne la neutralisation des FDLR. Le deuxième pilier, c'est le pilier qui concerne le départ des troupes rwandaises de notre territoire souverain. Alors, nous savons très clairement que nous avons pris ces engagements. Du côté de la RDC, nous ne parlons pas de ces engagements en termes abstraits. Nous avons lancé un appel aux FDLR de désarmer, de se rendre aux bases de la MONUSCO pour être rapatriés. Ils ont dit que le chemin était obstrué, que c'était difficile pour eux d'atteindre cet endroit-là dans un communiqué il y a quelques semaines. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a justement le M23 et les forces armées rwandaises qui contrôlent ce territoire. Si le Rwanda veut vraiment en finir avec les FDLR, ils doivent aussi créer des conditions favorables. Vous avez suivi avec attention et intérêt Kaikwaba Wagner. Chers internautes, il faut savoir que Kinshasa réaffirme ses engagements sur la question des FDLR et accuse Kigali de bloquer en tout cas le processus. Un point sensible de pourparlers de Doha concerne la libération et le répatriement des anciens combattants FDLR, souvent présenté par Kigali comme en tout cas une condition pour la paix. Kinshasa affirme n'est pas en tout cas limité aux déclarations. Et la RDC a déjà pris des mesures concrètes. Dans le cadre du CONOPS, signé à Washington le 27 juin, qui repose sur 2 piliers. Premier pilier, neutralisation des FDLR, retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Alors, le gouvernement congolais indique avoir lancé un appel aux FDLR pour qu'ils se désarment et rejoignent les bases de la MONUSCO à vie de leur répatriement. Mais ces combattants affirment en tout cas que le chemin est impraticable car les zones sont contrôlées par le M23 AFC de Corneille Nangaa et les forces rwandaises. Alors, Kinshasa estime que si Kigali
Si Kigali veut réellement en finir avec les FDLR, il doit créer des conditions favorables à ce processus. Et c'est ce qu'a affirmé même Madame Kaikwamba Wagner, qui est la ministre des Affaires étrangères que vous avez suivie, que vous venez de suivre, et qui a été interrogée par Deutsche Welle. Alors, chers téléspectateurs, je m'arrête par là. Si c'est la première fois de suivre cette chaîne de télévision, n'hésitez pas de vous abonner et surtout activer votre cloche de notification pour ne rien rater de la prochaine publication. Laissez-nous votre commentaire sur l'actualité politique, sécuritaire à l'est de la RDC. Je suis Mwanampenzi Manzekele à la présentation. Au revoir. Religion.